Il y a des jeunes qui ont des idées. Le problème, c'est le passage à l'action. Les gens n'arrivent pas à passer à l'action. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris, on nous a dit, surtout quand tu as lu Robert Kiyosaki, tous ces livres, La Père riche, Père pauvre, on te dit qu'il faut avoir une grande vision. Tu vois? Il y a le livre La magie de voir grand. Quand tu finis de lire le livre, tu te dis, tiens, bah, moi je vais reconstruire le monde. Ok, mais avant de reconstruire le monde, commence d'abord par construire devant chez toi. Est-ce que c'est vraiment possible de mettre cela en pratique? Un pied à l'école, un pied dans le business. Le problème de financement, pour moi, c'est un vrai faux problème. Parce que les financements, on pourra toujours trouver. Et je sais que le contexte de l'Afrique est difficile, c'est vrai. Ouais. Tu as forcément un cousin qui est en Europe qui peut te financer. Mais pourquoi ce cousin-là ne te finance pas? Parce qu'il ne croit pas en toi. Mais c'est quoi la crypto-monnaie? La façon la plus simple aujourd'hui, c'est d'acheter une crypto, c'est d'attendre que ça prenne de la valeur et de revendre. Ça peut prendre de la valeur comme ça peut facilement se dégringoler. Parce que la crypto, tu peux prendre plus 40% tout de suite et quelques heures après, prendre moins 80%. Comment amener un Africain justement, disons qu'il a un mauvais regard sur l'argent, à croire à une personne qui va lui dire « je vais te montrer comment gérer ton argent ». Si on te dit « investis dans la crypto, mets 10 000 et tu vas toucher 100 000 chaque semaine », fuis. Ok. Parlant de vision, ça me fait penser à Bilal Valère qui a écrit un livre, Un pied à l'école, un pied dans le business. Très bon livre. Ouais. Mais est-ce que dans un environnement, là, je veux qu'on parle un peu de l'Afrique. Est-ce que c'est vraiment possible de mettre cela en pratique? Un pied à l'école, un pied dans le business. Laissons le cas des étudiants africains qui sont en Europe, mais parlons un peu de ceux qui sont en Afrique. C'est très pratique. Et je recommande à chaque étudiant africain de se procurer ce livre. Pourquoi? Tu pars à l'école le matin. Ok. Même si tu pars à la fac et tu commences à 7 h ou à 8 h, tu ne vas pas rester à la fac jusqu'à 2 h du matin. Il y aura forcément un temps où tu vas rentrer chez toi. Quand tu arrives chez toi, tu peux avoir un temps pour réviser. Mais tu peux trouver 2-3 heures, sortir une petite table devant ta parcelle. Commencer à vendre. Tu vois, l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément avoir un projet à 500 000 euros. Les gens, quand les gens veulent entreprendre, surtout nos amis en Afrique, tiens, j'ai un projet. Ok, ton projet, il t'explique le projet, mais tu vois tout de suite qu'il a besoin de 40 millions pour commencer. Ça va jamais aboutir parce que tu trouveras peut-être pas les 40 millions tout de suite. Donc, tu peux aller à l'école le matin et l'après-midi, tu ouvres ta boutique et tu vends. Tu as un pied à l'école, un pied dans le business. Mais est-ce que l'environnement ne permet justement pas, en fait, n'empêche pas justement les jeunes de s'exprimer dans ce sens-là? Non, je ne pense pas que je vais accuser l'environnement aujourd'hui. Je veux plutôt attaquer la jeunesse. Ok. Souvent, on manque d'ambition. On manque vraiment d'ambition. Il y a des jeunes qui ont des idées. Le problème, c'est le passage à l'action. Les gens n'arrivent pas à passer à l'action. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris, on nous a dit, surtout quand tu as lu Robert Kiyosaki, tous ces livres, La Père riche, Père pauvre, on te dit qu'il faut avoir une grande vision. Tu vois? Il y a le livre La magie de voir grand. Quand tu finis de lire le livre, tu te dis, tiens, bah, moi je vais reconstruire le monde. Ok, mais avant de reconstruire le monde, commence d'abord par construire devant chez toi. Commence petit à petit, étape par étape. Donc le gros challenge, c'est ça. C'est j'ai une idée, lance-toi, commence. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui ont des idées, mais ne veulent pas se lancer. Donc ça va t'empêcher maintenant d'être un pied à l'école et un pied dans le business. Parce que le pied qui est à l'école, il est à fond à l'école. Mais le pied qui doit être dans le business, il a peur d'aller dans le business parce que tu vas avoir 40 millions de capital de départ. Alors que tu peux commencer avec 10 000. Mais beaucoup de jeunes aussi ont ces difficultés-là, parlant des financements. Ils présentent des très bons projets. Quand on les écoute, c'est beau. Aujourd'hui, avec le digital encore, les choses sont assez pratiques dans ce sens-là. Après, ils se disent, mon projet me demande tel montant, mais j'en ai pas. Comment je fais? Fractionne ton projet. Fractionner, concrètement, ça signifie quoi? Je prends un exemple. Dans ton studio ici, là, on a 4, 5, 6 caméras. Est-ce que tu es obligé d'avoir 6 caméras? Pas forcément, c'est pas obligé. Non? Moi, je fais toutes mes vidéos, j'ai une caméra. Une seule caméra, C'est braqué sur moi, tu vois. On s'arrête là. On s'arrête là. Mais si j'attendais d'avoir 4 caméras pour commencer, j'allais jamais commencer. Si j'attendais d'avoir des lumières pour commencer, j'allais jamais commencer. J'ai commencé avec mon smartphone. Par contre, j'ai quand même suivi les conseils de Karamo.
Ouais. J'ai quand même eu un bon micro Ouais. pour commencer. Mm. Tu vois, un bon micro, au moins. Ça, j'ai saigné, j'ai acheté un bon micro pour avoir un bon son. Ouais. Après, j'ai commencé avec une petite lumière. Mm. Donc, le problème de financement, pour moi, c'est un vrai faux problème. Parce que les financements, tu pourras toujours trouver. Et je sais que le contexte de l'Afrique est difficile, c'est vrai. Ouais. Tu as forcément un cousin qui est en Europe qui peut te financer. Mais pourquoi ce cousin-là ne te finance pas? Parce qu'il ne croit pas en toi. Il y a d'abord un problème de confiance avant. Mm. Un jeune qui n'a jamais fait, qui n'a même pas osé faire quelque chose de petit, qui va me demander 40 millions pour un projet, je ne pourrai jamais financer. Par contre, si tu as un petit truc, j'ai vu, tu as fait un petit truc qui marche, qui fonctionne, oui, je peux te financer. Je peux t'aider, je peux te prêter, je peux te donner. Mais si tu n'as rien fait de ta vie, tu vois, sur papier, tous les projets sont bons. Hein. Tous les projets sur papier. Ça a l'air de réussir. Hein. Ça a l'air de réussir sur le papier. Ouais. Mais la réalité... Mais la réalité, elle est différente. Mm. Différente. Donc, commence d'abord, fais tes preuves. Ouais. Après, derrière... Dans une de tes phrases, tu as dit commencer le projet avec 10 000. Ça me fait penser aux entrepreneurs qui sont sur les réseaux et qui disent j'ai commencé avec à tel âge, mes parents ne m'ont rien donné, voilà, j'ai commencé avec un poulet. Philippe Simon, je profite pour en parler, je ne suis pas contre lui, mais sur un plateau télé au Cameroun, il a eu à développer un argument comme quoi il y a des personnes qui ont développé tout un poulailler aujourd'hui, toute une entreprise dans la volaille à partir d'un seul poulet. Est-ce que ça, c'est vraiment réel? Ou encore, est-ce que c'est des discours qu'on doit promouvoir? Il a peut-être raison. Hein. Je sais pas. C'est possible? Je sais pas. Il a peut-être raison. Ouais. Tu vois, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Je respecte le travail qu'il fait. Ouais. Mais il faut qu'on soit parfois réaliste. Ouais. Tu vois? Il y a un discours, surtout au début avec le courant de la motivation. Il y a un certain discours pour motiver les gens, mais qui parfois peut être très loin de la réalité. Il y a des gens qui ont commencé avec un poulet. C'est sûr, il y en a. Un poulet, un coq. S'il était malin, il n'a pas consommé les œufs, peut-être qu'il a développé. Aujourd'hui, il est peut-être monsieur milliardaire en poulet. Ouais. Mais je pense que c'est très rare. C'est très rare. Et il faut plutôt qu'on dise aux gens la vérité, parfois. À un moment, il faut qu'on sache qu'il y a des projets pour les lancer, il faut de l'argent. Commencer, par exemple, dans l'aviculture. Moi, j'en ai fait. Hein, j'ai bavé là-dedans, j'ai arrêté. Et j'ai arrêté pas parce que je n'étais pas capable. J'ai arrêté parce que le modèle à faire à distance, c'est pas possible. Ah, d'accord. J'ai arrêté. J'avais près de 3000 poules pondeuses et j'ai arrêté. Parce qu'à distance, je ne pouvais pas gérer. J'ai beau mettre les process et tout, quand on veut te voler, on va toujours te voler. Donc, étant dans la diaspora, on ne peut pas entreprendre... Ceux qui arrivent par magie, tant mieux. Ok, je les encourage, continuez. Mais moi, aujourd'hui, je suis radical là-dessus. Ouais. Pour moi, si tu n'as pas la possibilité d'y aller 2, 3 fois, 4 fois par année, ça ne sert même pas. Faut même pas essayer. Faut même pas essayer. Ah ouais. Parce qu'après, tu vas te casser le visage pour rien. Et tu vas dire quoi? On m'a arnaqué, tu pouvais éviter ça. Ça va peut-être choquer les gens, mais aujourd'hui, moi, je préfère me concentrer là où j'ai la maîtrise. Ouais. S'il faut que j'investisse en Afrique, je vais m'installer en Afrique et je vais investir en Afrique. D'accord. Mais si on revenait sur le sujet de... du poulet avec un seul poulet, encore les 10 000. Ouais. Donc, sur ce sujet-là, comme je disais, aujourd'hui, il y a beaucoup du storytelling qui circule sur les réseaux. D'accord? On veut vendre un petit rêve pour embarquer certaines personnes, peut-être dans des formations, peut-être dans du coaching. Chacun a son approche. Ouais. OK? Mais moi, je préfère être transparent, quitte à ne pas être aimé. OK. Donc, la vérité, c'est que c'est difficile de commencer avec un poulet et d'avoir une entreprise qui va valoir des milliards. C'est vraiment difficile. Même aujourd'hui, les gens disent Dangote, il a commencé avec des boîtes d'allumettes. Qui a vérifié l'histoire? Il est né d'une famille riche. Ses parents, ses arrière-parents, ce sont des gens qui avaient de l'argent. Ouais. Donc, certainement, il avait un financement quelque part. Il y a toujours, même si ce n'est pas un gros financement, mais aujourd'hui, tu ne vas pas me dire tu vas commencer avec 1 euro. Ce n'est pas possible.
Tu vois, il y a toujours peut-être un petit 1000 euros de capital que tu avais au départ. Et après, au fil des années, tu fais grossir ton truc. D'accord. Mais est-ce que les Africains n'ont pas peur de l'argent? Je vais le dire parce qu'il y a plusieurs exemples. Il y en a tellement. Une vidéo au Nigeria d'un monsieur qui vient tendre de l'argent aux gens. Et on fuit. On dit non, 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 je ne veux pas. C'est normal. On dit non, non, pas avec. On refuse. Mais l'argent pour lequel tout le monde se bat, l'argent que tout le monde cherche. Et à côté de ça, quand une personne en Afrique dit j'ai 10 millions dans mon compte en banque, on le trouve, en fait, on trouve très facile de dire que c'est un mytho. Oui. Est-ce qu'on n'a pas cette peur-là? Est-ce qu'on n'a pas la culture des chiffres chez nous? On a un mauvais rapport à l'argent. Ok. L'Africain, et excusez-moi, on ne va pas généraliser, mais on a un très mauvais rapport à l'argent. L'exemple que tu prends, on te ramène des billets d'argent et tu as peur. C'est normal parce qu'aujourd'hui, quand on voit un peu, on a très peu de modèles de réussite dans l'entrepreneuriat. Afrique francophone, on en a très peu. Et je salue la Côte d'Ivoire, je salue le Cameroun, où on a quelques champions qu'on peut connaître. OK? Mais il y a très peu. Je vais parler de mon pays, le Congo. On a très peu d'exemples de réussite dans l'entrepreneuriat. Combien d'entrepreneurs congolais aujourd'hui sont milliardaires? La majorité qui ont des milliards sont dans la politique. Ah, d'accord. Tu vois? Et pas dans l'économie. Pas du tout. Même s'ils mettent l'économie comme une facette, c'est juste pour masquer. La majorité ont fait fortune parce que ces personnes sont dans la politique. Donc, la jeunesse africaine manque des exemples de réussite dans l'entrepreneuriat. Ce qui fait que l'argent, on se dit l'argent, c'est il faut avoir un portefeuille qui vient du Bénin. Ah, c'est un mystère. C'est un mystère, tu vois. Et soit, si tu as de l'argent, c'est que tu es dans des loges, c'est que tu es occultiste. Et c'est pourquoi ton argent, les gens vont fuir. Parce que les gens se disent, si tu me donnes, tu vas me sacrifier. Et on y croit tellement. Et on y croit tellement qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont un très mauvais rapport à l'argent. Aux États-Unis, tu donnes un sac, des billets de dollars à quelqu'un, il va prendre, sans problème. Bon, peut-être que tu es un dealer, on ne sait jamais, mais la majorité, tu vois, les gens ont fait fortune et on sait comment ces personnes-là ont pu faire fortune. Et ça peut être un handicap dans notre société. Et ça peut empêcher les gens. Pousser plutôt les gens. Exactement. Pousser les gens à avoir un mauvais regard de l'argent. Et après, il y a d'autres facteurs socioculturels. Mais est-ce que ça ne touche pas là justement le problème de mentoring en Afrique? Parce que justement, si on n'a pas de référence, bah, c'est normal qu'on ne croit en rien. C'est normal que quand je vois une personne qui a 10 voitures, je pense directement qu'elle est dans des affaires bizarres. Si au départ, on ne m'a pas parlé de telle personne qui est milliardaire et qu'on me montre plutôt le processus et non pas juste les chiffres. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le digital, la donne commence à changer. Problème de mentoring, c'est vrai. Ceux qui ont de l'argent ne veulent pas forcément montrer comment. Accepter des invitations dans les podcasts et développer réellement. C'est un peu difficile. Mais aujourd'hui, beaucoup commencent à accepter. Beaucoup parlent. Je vais prendre l'exemple de mon grand frère, Stanislas Zézé, l'homme à chaussettes rouges. Aujourd'hui, il fait un remarquable travail. Il passe sur des podcasts, il parle. Il était chez Philippe Simo, il part un peu à gauche, à droite. Je l'ai vu récemment, il était à Brazzaville. Tu vois, ces personnes essayent de partager leur expérience pour montrer que c'est possible. C'est possible, Et il y a combien de Stanislas Zézé qui font ça? On en manque. On en manque. Pourtant, il y a des personnes en Afrique qui font des choses incroyables. Exactement. Mais par contre, dans le milieu anglophone, il y en a beaucoup. Ah oui, moi, je côtoie un peu ce milieu anglophone. Je t'avoue qu'on a deux modèles différents. Côté francophone, on est vraiment abandonné. Mais de l'autre côté, ils essaient de tirer les autres. Ah ouais. D'accord. Mais du coup, est-ce qu'il y a des actions à mettre en place pour justement permettre aux Africains de plus croire en eux et surtout croire à ce que l'argent, c'est une bonne chose? Parmi les actions... Parce qu'on dit l'argent, c'est le diable. Ça, c'est une expression au Cameroun. L'argent, c'est le diable. Oui, l'argent, c'est le diable. Je ne sais pas si c'est le cas au Congo.
Bah, je pense que beaucoup de personnes pensent pareil, que l'argent, c'est le diable. Ouais. Mais c'est un diable qui nous sert. Mm. C'est un diable qui sert à tout le monde aujourd'hui. Ouais. Que tu sois entrepreneur, politicien, pasteur, tout le monde a besoin d'argent. Mm. Donc, pourquoi ça va être un sujet tabou aujourd'hui? Et je pense parmi les actions à mettre en place, c'est commencer à sensibiliser sur l'argent. Ouais. Et c'est la mission, par exemple, que moi, j'ai aujourd'hui. Éducation financière. Éducation financière. Tout ce qui touche au cash. Ouais. Que tu sois entrepreneur, tu veux développer ton entreprise pour ramener plus de cash, on va en parler. Que tu sois salarié, tu veux bien gérer ton argent, multiplier tes sources de revenus, on parle du cash. Et je n'ai pas honte de parler du cash. Comment amener un Africain, justement, qui a, on va dire, disons qu'il a un mauvais regard sur l'argent, à croire à une personne qui va lui dire, je vais te montrer comment gérer ton argent? C'est très difficile. Hein. Je dirais même... Du coup, comment vous procédez? Bah, aujourd'hui, je suis assez transparent dans ce que je fais. Ouais. Pour, déjà, que les gens aient confiance en moi. Parce que c'est ça. On ne vient pas avec un message juste pour embrouiller les gens le cerveau, vendre du rêve. Et tu ne me verras pas, par exemple, faire des vidéos avec des Lamborghini que j'ai pris en location. Ouais. Ah, parce que ça va dire beaucoup le font. Parce que ça détruit maintenant. Beaucoup de gens aujourd'hui sont incapables d'acheter une Lamborghini, mais font des vidéos avec des Lamborghini de location. Juste pour l'image. Le branding. Le branding. Ça, c'est même pas le branding. Ça, c'est vendre du rêve, mon ami. C'est malhonnête. Ça, c'est vraiment malhonnête. C'est malhonnête. Parce que la personne est consciente que je suis incapable de m'offrir cette voiture. Mais tu fais quand même des vidéos, genre c'était à toi et tout. Mon ami, c'est la location. Les influenceurs, pareil. Ils font des vidéos dans des jets privés de studio pour te faire croire qu'ils sont en première classe. Ok, on n'a pas besoin de ce genre de modèle pour montrer le fond vert. C'est ça, le fond vert. Par contre, soyons transparents dans ce qu'on fait. Véridique. Ça peut être, quelquefois, ça peut être clivant. C'est normal. Et surtout, donner le bon message aux gens et partager son expérience. Moi, je n'ai pas honte de parler de mon expérience. Les livres, j'en ai lu. Mais je ne vais pas passer ma vie à parler de Robert Kiyosaki alors que ce que lui dit ne cadre pas forcément avec l'environnement dans lequel nous sommes. Ce n'est pas les mêmes réalités. Ce n'est pas les mêmes réalités. Si je veux parler à un jeune Africain de ce que parle Robert Kiyosaki dans son livre, il ne va rien comprendre. Je préfère même parler de La chef de ma mère, de Ricardo Kanyama, que de parler de Robert Kiyosaki. Ce n'est pas le même environnement. Ce n'est pas le même environnement. Donc, on doit être transparent dans ce qu'on fait et surtout communiquer, sensibiliser. Il y aura des gens qui ne vont pas aimer. D'autres vont venir. D'autres vont te dire, mais toi, tu m'enseignes, toi, tu as quoi? C'est une question qui revient. Tu peux me montrer ton compte en banque? J'ai eu la question, j'étais au Congo. J'étais au Congo, on a fait un séminaire. Et ça, c'est un séminaire que je suis en train de développer vraiment pour l'Afrique. Peut-être à la longue, on va le faire. Et pendant ce séminaire-là, le but, c'est de prendre des entrepreneurs qui ont des produits ou des services à commercialiser, les aider à atteindre au moins la barre des 1 million de chiffre d'affaires. D'accord. Et rapidement. Et il y a un jeune qui est arrivé, il me dit, oui, mais c'est bien tout ce que tu dis, est-ce que toi-même tu as 1 million dans ton compte? J'ai regardé, je lui ai dit, écoute, quand on finit le séminaire, va chez Air France, tu demandes combien coûte le billet Paris-Congo, aller-retour. Quand tu auras le prix du billet, on pourra causer. Tu pourras savoir si j'ai le million ou si je ne l'ai pas. Et tu me parles de millions de francs CFA. Tu vois, il ne me parle pas de millions de dollars ou de millions d'euros. Il me parle de millions de francs CFA. J'ai dit, attends, c'est complètement ridicule en fait. Et si tu viens déjà avec cette mentalité, tu ne pourras rien apprendre. Mais rien. Le professeur qui t'enseigne à l'université, il te donne ce qu'il te donne. Est-ce que c'est ce qu'il vit? Peut-être pas. Je ne dis pas qu'il faut enseigner le faux. Exactement. C'est pour dire que on peut te donner une notion que la personne peut-être est en train d'expérimenter aussi. Tu vois? Le médecin qui te dit de prendre tel comprimé pour guérir n'a jamais pris ce comprimé. Hein. C'est vrai. Parce qu'il n'est jamais tombé malade. Tu vois? Encore peut-être pas de la même maladie. Ou peut-être pas de la même maladie. Donc c'est pour dire, il peut arriver des exemples où on te donne une notion, parce que c'est une notion
qui est vérifié, qui est applicable. Ouais. Et il peut arriver aussi des gens qui viennent, qui te vendent du rêve. C'est différent. Est-ce que là, les Africains ne manquent pas d'un bon mindset? Et je me dis que c'est peut-être là l'idée de ton nom, Ud Mindset. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas un problème de mindset chez nous qui n'est pas positif? C'est beaucoup plus ça. On a un sérieux problème d'état d'esprit. Le mindset dans notre environnement, tu vois déjà le nom mindset, état d'esprit, c'est différent de l'Africain, de l'Européen, de l'Américain. De l'Asiatique. Et de l'Asiatique. Ouais. On a vraiment... C'est diamétralement opposé. Ouais. C'est pourquoi aujourd'hui, j'encourage toutes les personnes qui sont dans le développement personnel et tout. Il y a des bonnes choses là-dedans. Ouais. Comme il y a aussi des mauvaises choses. Ouais. Mais il faut prendre le bon côté de la chose et avancer avec. Ouais. On ne peut rien développer si on n'a pas un état d'esprit positif. Rien. On ne peut rien faire. Rien. Parce qu'il faut déjà, même la Bible dit, crois et tu verras. Tu vois? Clair, oui. La Bible te dit de croire d'abord. Mais croire, c'est quoi? Croire sans avoir vu. Ouais. Et donc, ça se passe là. Oui, d'abord. D'abord dans ton cerveau, dans ta tête, dans l'imaginaire. Oui. Une fois que tu imagines la chose, tu peux concevoir la chose. Tout ce qu'on a, le micro, là, ça a été imaginé. Oui, d'abord. Après, ils ont dessiné. Après, ils sont passés dans la phase industrielle. Il y a eu des maquettes. C'est ça. Des prototypes. Donc, on a ce sérieux problème de mindset, l'état d'esprit. Que ce soit mindset financier, que ce soit mindset entrepreneurial, on a ce problème de mindset partout. Mais au-delà du digital, au-delà des bugs qu'on a sur Internet, est-ce que moi je vois plus au niveau du gouvernement maintenant? Parce que je sais que des personnes comme toi travaillent déjà assez. Est-ce que le gouvernement ne doit pas faire quelque chose de concret? Moi, je ne compte pas sur le gouvernement. Pas du tout. Pas du tout. Non. Tout ce que je demande, je peux demander à un gouvernement, c'est de mettre en place des cadres. Le cadre, les lois qui favorisent l'entrepreneuriat, ainsi de suite. D'accord. Je n'attends pas d'un gouvernement des financements, par exemple. Ça ne sert à rien. La jeunesse africaine doit oublier ça. Ça fait depuis les années 60 qu'on a eu les indépendances. On a les mêmes gouvernements quasiment, mais qui ne font absolument rien pour l'entrepreneuriat. Même quand on crée des projets, on crée des fonds pour aider les entrepreneurs, on sait comment ça finit. Donc, à un moment, on ne doit pas compter sur le gouvernement. Ce qu'on doit faire, ou ce qu'on doit attendre du gouvernement, c'est que le gouvernement nous mette un cadre propice à l'entrepreneuriat. Exactement. Qu'ils essaient d'éliminer la corruption. Tu vois? Qu'ils essaient d'éliminer la lenteur administrative. Des détournements. Bon, ça, c'est un autre sujet. Tu vois? Ça, c'est un sujet Ça, c'est tellement sensible que... Mais déjà, la lenteur administrative. Créer une entreprise en Afrique, ça peut être un parcours de combattant dans certains pays. Alors qu'ici en Europe, en 2-3 clics, surtout si tu veux le statut auto-entrepreneur, en 2 clics, tu l'as. Au Bénin, ça s'améliore. Je peux comprendre que c'est 24 heures ou 48 heures pour créer une entreprise maintenant avec leur plateforme. Ah ouais? Apparemment, c'est à vérifier, mais j'ai cru comprendre. Au Rwanda, par exemple, c'est rapide, la création d'une entreprise. Pourquoi on ne peut pas, nous aussi, dans notre côté Afrique centrale, faire la même chose? Que ce soit le Cameroun, le Gabon, le Congo, on a à peu près les mêmes réalités. Donc, la zone CEMAC, quand même, c'est ça, c'est difficile. Tu vois, par exemple, on va peut-être transiter d'ici là, mais rien que la bourse en zone CEMAC, c'est quasiment mission impossible. Ah ouais? Quasiment mission impossible. Justement, on va en parler parce que là... Tu vois? Quasiment mission impossible. Donc, le gouvernement, tout ce qu'on peut attendre d'eux, c'est qu'ils nous mettent un cadre pour propulser l'entrepreneuriat et surtout favoriser l'entrepreneuriat des jeunes. D'accord. Parce que justement, ça, j'ai envie de dire, ça amène beaucoup de jeunes Africains à perdre espoir et à se dire que, OK, dans mon pays, rien n'est possible et à prendre la mer. C'est ça. Donc, c'est juste... C'est dommage. Dommage, oui. Bon, on va passer à un autre niveau. Parce que devant moi, j'ai un magnifique ouvrage. Le branding, déjà, moi, ça m'attire. Les couleurs, c'est très beau. On a envie d'investir, de gagner de l'argent. Investir dans la crypto-monnaie. Comment bien débuter et gagner de l'argent. Ça, c'est le livre de notre invité. Déjà très beau. En tout cas, pour moi, ça me donne envie de lire. Je pense que, bon, en tout cas, je dirais,
Personnellement, moi, je ne m'y connais pas trop. Mais c'est quoi la crypto-monnaie? Je vais commencer par là. Oui. Donc, la crypto-monnaie aujourd'hui, je préfère le prendre sur l'angle d'un actif financier. Ouais. D'accord? De la même manière qu'on a plusieurs actifs financiers qui existent, la crypto aujourd'hui, c'est un actif financier. Au-delà de la monnaie. Parce qu'aujourd'hui, l'aspect monnaie est un peu controverse. Beaucoup de gens ne veulent pas entendre parler de monnaie numérique, crypto. Ouais. C'est pourquoi même ils essaient de créer une monnaie digitale, entre guillemets, au niveau des banques centrales. Ouais. Donc, la crypto-monnaie, c'est quoi? Ce sont des actifs financiers qui peuvent te permettre de générer un revenu complémentaire. Par contre, ça se passe comment? Ça se passe au niveau de la blockchain. La blockchain, c'est une technologie comme Internet. Tu vois, aujourd'hui, Internet permet d'avoir tout ce qu'on a, les sites Internet, les applications web, les moteurs de recherche. Ouais. La blockchain, c'est pareil. C'est une technologie qui est décentralisée. Décentralisée, ça veut dire que ça ne dépend pas d'une seule personne ou d'une entité. D'accord? Donc, c'est décentralisé. Et sur cette blockchain, il y a plusieurs applications qui se développent sur la blockchain. Et parmi les applications, il y a la crypto-monnaie. Tu vois, les NFT, à un moment, on a entendu parler des NFT, on a même entendu parler du métaverse. Tu vois, tout ça, ce sont des applications qui se développent sur la blockchain. Ok, mais du coup, quand on dit comment bien débuter, gagner de l'argent, comment on fait de l'argent avec ça? Donc, dans la crypto, comment on fait de l'argent avec la crypto? Ouais. Déjà, il faut comprendre comment ça fonctionne. Une fois que tu as compris comment fonctionne la crypto, tu as deux écoles. D'accord? C'est comme dans la bourse, tu as deux écoles. Tu as l'école du trading et tu as l'école de l'investissement. Ah, deux autres costauds sujets. Ouais. Et moi, je suis parmi ceux qui prônent l'école de l'investissement. Pourquoi? Parce que le trading, pour moi, c'est un métier. Il faut être présent à temps plein. Tu ne peux pas être trader 2 heures par jour. Comme on nous dit, il y a beaucoup de podcasts ces derniers temps-là. Faire du trading 1 heure par semaine, par-ci, par-là. Non. Je pense que tu ne peux pas faire du trading 2 heures par jour. Ça doit être un métier que tu fais à temps plein. Parce que tu es un trader de marché. Par contre, l'investissement, tout le monde peut faire l'investissement. L'investissement, c'est quoi? En gros, tu achètes un actif, tu le conserves pendant X période, peut-être 1 année, peut-être 2 ans. Ça prend de la valeur, tu revends. Ok. Tu vois, tu revends, tu fais une plus-value, tu touches de l'argent. Soit tu prends une crypto, tu l'achètes, tu fais ce qu'on appelle du staking, par exemple. Du staking, c'est quoi? C'est en gros, tu vas prendre ta crypto, tu vas les bloquer dans un protocole et pour sécuriser la blockchain. Et à chaque fois, on va commencer à te verser des rendements, des intérêts parce que tu participes à la sécurisation de la blockchain. D'accord. Ça va te créer un revenu passif. Donc, ça peut être une possibilité pour générer de l'argent. La façon la plus simple aujourd'hui, c'est d'acheter une crypto, c'est d'attendre que ça prenne de la valeur, et de revendre. Ça peut prendre de la valeur comme ça peut facilement se dégringoler. Parce que la crypto, tu peux prendre plus 40% tout de suite et quelques heures après, prendre moins 80%. Ok. Tu vois? Donc, c'est très volatile. Très, très volatile. Et du coup, les risques dans ça, c'est quoi concrètement? Comment les canaliser surtout? Oui, les risques, déjà, c'est comme je disais, le premier risque, c'est le risque de volatilité. Ça, c'est présent quasiment tout le temps. Et comment tu peux canaliser ça? C'est avoir une bonne stratégie. Tu dois savoir pourquoi tu rentres dans la crypto. Si tu lis le livre, j'ai abordé la crypto non pas sur l'aspect technique. Parce que pour moi, aujourd'hui, les livres qui parlent de la technicité existent. Je n'ai pas besoin d'écrire un nouveau livre pour parler de comment fonctionne la blockchain. D'accord. Il y a d'excellents ouvrages qui existent sur le sujet. Par contre, un livre qui te parle de l'aspect financier de la chose, ça, j'en ai quasiment pas trouvé. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre, pour expliquer comment un novice peut aborder le marché de la crypto. Et quel est le comportement que tu dois avoir, que ce soit sur le moyen ou sur le long terme. Notamment au niveau émotionnel, parce qu'on parle beaucoup de gestion émotionnelle là-dedans. Parce que la crypto, ça fait des montagnes russes. Parce que comment tu gères? Moi, quand je vois crypto-monnaie, je vois juste des stats, des courbes vertes
et des courbes rouges. Encore pour dire quand ça monte, quand ça Quand descend. ça descend. Ok. Et du coup, là, ce B, ça renvoie sur le Bitcoin. Ça, c'est le Bitcoin, oui. Ça représente quoi concrètement? Le Bitcoin aujourd'hui, c'est le père fondateur, je dirais, des cryptos. C'est la première crypto. Bon, pas vraiment la première. Parce qu'il y a eu d'autres cryptos qui ont existé avant, tels que le B-Money, mais qui n'ont pas vraiment abouti, des projets qui n'ont pas abouti. Le Bitcoin, c'est la première des cryptos. C'est la plus grosse des cryptos aujourd'hui sur le marché. Et le Bitcoin vient avec une promesse. C'est on va créer une monnaie qui va être décentralisée, qui ne va pas dépendre des banques. Parce qu'aujourd'hui, si tu as de l'argent dans ton compte en banque, si tu veux faire un virement de 10 000 euros, on va te poser des questions. Ça va où? Pourquoi? Tu as des limites de retrait. Récemment, je me suis retrouvé, j'étais en déplacement à Kigali, j'arrivais pas à retirer de l'argent parce que j'avais atteint mon plafond. Donc, ça, tu vois, c'est compliqué. Par contre, la crypto veut éviter tout ça. On ne veut pas avoir d'autorité centrale qui régule. On veut laisser la régulation au niveau d'un protocole informatique qui est décentralisé. Ça veut dire le protocole, ce n'est pas une machine qui gère le protocole, mais c'est des milliers de machines qui gèrent le protocole. Donc, si tu veux, par exemple, modifier une information, tu dois modifier l'information sur toutes les machines. Imagine les machines qui sont en Chine, au Japon, ainsi tu ne pourras pas. Donc, l'avantage, c'est que c'est centralisé, mais c'est beaucoup plus décentralisé. Dans le processus d'adhésion aux crypto-monnaies, du côté de l'Africain, tu situes le processus à combien sur une échelle de 0 à 10? L'adoption. Oui, c'est-à-dire adhérer à ça, s'impliquer à l'intérieur et accepter ça. Je vais prendre déjà un chiffre. En France, 12% des Français détiennent des cryptos. Ok. Que 12%. 12%. Ouais. Sur à peu près 69 millions d'habitants. Tu n'as que 12%. Tu vois? Ouais. C'est pour dire que c'est un sujet aujourd'hui, pour certaines personnes, c'est encore de l'arnaque. C'est encore flou. C'est normal parce qu'il y a eu beaucoup d'arnaques et il va encore en avoir. Même demain, il y a quelqu'un qui va se faire arnaquer. Même pendant qu'on parle là, il y a quelqu'un qui se fait arnaquer. Tu vois? Au niveau de l'Afrique, je n'ai pas les vrais stats. Je sais que le Nigeria est en tête quasiment, Nigeria, Kenya. Ils sont en tête en matière d'adoption. D'accord. Donc aujourd'hui, beaucoup d'Africains commencent à s'intéresser à la crypto. On s'intéresse beaucoup plus à la crypto pour la spéculation. Et c'est là où ça fait mal. Tu vois, beaucoup de gens veulent faire la spéculation, gagner beaucoup plus d'argent, ainsi de suite. Il y a beaucoup plus de risques. Par contre, la crypto, aujourd'hui, c'est un outil formidable. Je prends un exemple simple. Mon webmaster, que je salue en passant, Tim, est basé au Nigeria. D'accord. Aujourd'hui, toutes les transactions financières avec mon webmaster, on les fait en crypto. Quand il m'envoie sa facture, je paye en crypto. Ah ouais? Tu vois? Nouveau mode de fonctionnement. Exact. Il m'envoie une facture tout de suite. On a déjà intégré le paiement par crypto dans notre politique d'entreprise. Et je lui paye en crypto. Et puis, plus besoin de passer par les banques. Pas du tout. Je fais un virement en 2-3 clics. Il a l'argent chez lui au Nigeria. D'accord. En tout cas, en Afrique, on a beaucoup d'expériences négatives justement par rapport à ça. Moi, j'avais connu quelque chose, un jeu qu'on appelait, si je ne dis pas de bêtises, Lucky BTC. Je ne sais pas si j'ai pas entendu parler. Donc, c'était un jeu dans lequel ça se passait sur Telegram. Telegram, aujourd'hui, c'est la grosse plateforme dans laquelle de l'arnaque. Ouais, de l'arnaque, où ces choses-là se passent. Donc, du coup, parce que moi, je ne vais pas le cacher, j'ai joué au paris sportif, notamment OneXBet, des trucs à ne pas mentionner normalement. Et quand j'ai connu Lucky BTC, c'était un jeu dans lequel on envoyait des signaux dans un canal Telegram. C'est gratuit. Je pense qu'il y avait 11h et 18h. Ou alors 11h05 et 18h05. Un truc comme ça. Et donc, c'est un canal dans lequel il y a une personne qui envoie les trucs et il te donne juste les chiffres que tu vas aller coller dans... copier-coller. Et du coup, on fait ça exactement. Il fallait commencer. Je pense que j'avais commencé avec, 10 000. Il fallait continuer avec. Et ça montait. En quelques temps, je suis passé de 10 000 à, je pense, 22 000. À côté, il y avait des personnes qui envoyaient des captures, des personnes qui ont mis des grosses sommes d'argent à l'intérieur. Et en décembre, je pense décembre, je sais pas, 2023, voilà, 2022 à 2023, c'était en ce moment-là, le 25 décembre, c'est le jour où le chiffre n'a pas marché.
Donc, tout est parti. À zéro. Et là, oui, la chose était tellement... Ça s'est présenté comme tellement sûr que il n'y avait pas moyen que ça ne marche pas. Bon, moi, c'est pourquoi je me suis dit, bon, je mets juste 10 000. Mais j'étais dit à pratiquement 22 000. Et donc, j'ai commencé à me poser la question, mais pourquoi c'est en décembre, le 25 décembre que tout se passe mal? Et moi, j'étais en train de pleurer, mes petits 10 000. C'est où j'appelle un ami qui pleure ses 100 000 et qui me parle d'un frère qui a perdu des millions. C'est tout le temps à partir de là, il dit, bon, l'affaire là et moi, il restait dans mon cœur. Donc, je me dis que c'est pas des anecdotes comme ça que beaucoup de personnes sont passées ou encore continuent de passer et voient la chose comme tout simplement une arnaque. Dès qu'on lui parle de ça, il dit non, laisse-moi tranquille. On va revenir sur le sujet de départ, tu vois, problème d'éducation financière. Un exemple simple. Si on te dit, investis dans la crypto, mets 10 000 et tu vas toucher 100 000 chaque semaine, fuis. Fuis. Ça ne sert même pas de continuer. Fuis. Bloque la personne si c'est sur Instagram, sauve ta vie. Parce que ce n'est pas possible. Si déjà cette personne sait comment prendre 10 000 et multiplier en 100 000, pourquoi ne pas aller prendre un crédit d'1 million et multiplier? On peut se poser cette question, tu vois. Donc aujourd'hui, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas comment fonctionne la crypto, beaucoup de gens se font arnaquer. L'arnaque existe parce qu'il y a des ignorants. Comme on dit, si tu penses que l'éducation coûte cher, essaie l'ignorance. Tu verras que l'ignorance coûte encore plus cher. 10 fois cher, oui. J'ai des témoignages des gens qui ont perdu 40, 50, 100 000 euros dans la crypto. Pourquoi? Parce que ces personnes étaient cupides. On te dit, mets 100 000 euros et tu vas le doubler en 2 mois. Tu y crois? Tu y crois et tu mets 100 000 euros et ça disparaît. Généralement, ce sont des plateformes qui sont soit organisées sous forme de pyramides, les fameuses pyramides de Ponzi. Tu vois, les Ponzi. En gros, le vrai business, ce n'est pas la crypto. Le vrai business de ces pyramides, c'est vous. C'est l'humain qui est autour. Parce que l'humain va apporter de l'argent. Et on va te pousser à parrainer quelqu'un d'autre. Tu vas ramener quelqu'un d'autre dans le système. L'argent que cette personne ramène va servir à financer quelqu'un d'autre. Et plus vous ramenez les gens dans le système, plus il y a de l'argent dans le système, plus on essaie de donner des rendements à ceux qui sont là déjà avant. Le jour où il n'y a plus d'entrée dans le système, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de cash qui tourne. Tout le système s'écroule. Et généralement, c'est comme ça que ça se passe. On va vous dire que nous, on va investir dans la crypto. On va prendre votre argent, on va mettre dans la crypto. Chaque mois, vous avez un rendement fixe. Chaque mois, on vous donne un rendement fixe. Et l'argent dans la crypto, là, on va même mettre dans l'immobilier. En fait, on vous embrouille l'esprit. Toi, tu vois des projets, on construit des maisons. Tu te dis, ah là, c'est du vrai business. C'est l'occasion, non. C'est l'occasion. Là ou jamais. C'est ça. Et derrière, c'est que une machine qui tourne parce qu'il y a des entrées, des personnes qui ramènent de l'argent. Et la vraie crypto, jamais dans la crypto, tu peux avoir un rendement stable. Quand je dis jamais, tu ne peux pas espérer tous les jours avoir 30% de rendement, 40%. Ce n'est pas possible. Parce que ça fluctue. Donc aujourd'hui, tu peux avoir plus 10. Demain, tu as 5%. Après, demain, tu as moins 15. Et le jour d'après, tu as plus 40. Et quelques jours après, tu as moins 80. Donc on peut tout perdre aussi. On peut tout perdre. Facilement, il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent dans la crypto. Même la vraie crypto, tu peux perdre de l'argent. Mais du coup, ça s'apprend. Il faut apprendre à manipuler les actions ou les chiffres. Il faut apprendre à bien manipuler. Et surtout, comme on dit, ne jamais mettre tous ses œufs dans un seul panier. C'est ça la clé dans la crypto. Si tu mises tout dans un projet, mise dans le Bitcoin. Si ce n'est pas le Bitcoin, oublie. Si tu veux tout miser dans un seul projet, c'est le Bitcoin. C'est très sûr là-bas? Là-bas, c'est très sûr. Et de toute façon, si le Bitcoin se casse, c'est tout le marché qui se casse. Même toutes ces grosses figures qu'on connaît. Ça ramène tout le monde. S'il y a un seul projet, si tu veux investir que dans un seul projet, mets ton argent dans le Bitcoin. Et à partir de combien, par exemple? Qu'est-ce qu'il faut? Tu peux mettre 10 euros, tu peux mettre 20 euros, tu peux mettre 100 euros, tu peux mettre 1000, 2000. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est combien je suis prêt à perdre. C'est surtout ça la vraie question.
Tu vois, combien mettre, ce n'est pas une bonne C'est question. pas une bonne question. C'est combien je peux supporter perdre. Si tu peux supporter perdre 1 million, mets 1 million. Et quand tu mets 1 million, c'est au bout de combien de temps, par exemple, que tu peux commencer à... L'expérience avec le Bitcoin a montré que au bout d'un cycle, de 2 cycles, le Bitcoin double toujours. Je prends un exemple. Je suis rentré dans le Bitcoin en 2020. Quand j'ai commencé vraiment à mettre de l'argent dans le Bitcoin, 2020. Et en 2021, le Bitcoin a performé et passé autour de 40 000 $. J'ai racheté encore quelques fractions parce que tu peux racheter des fractions. D'accord? Au lieu d'avoir une pièce, tu peux en avoir des moitiés, des demi. C'est ce qu'on appelle des satoshis. C'est des fractions de Bitcoin. Tu peux en avoir pour 10 €, pour 20 €. Entre 2022 et 2024, quasiment, le Bitcoin a chuté. C'est tombé autour de 20 000. Tout le monde a dit, c'est la fin, c'est l'arnaque. C'était à 40 000, c'est redescendu à 20 000. Vous avez perdu de l'argent. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Je n'ai pas vendu. J'ai racheté quelques fractions de Bitcoin. Au moment où c'était en baisse. Exactement. Et au moment où on parle, le Bitcoin est à 84 000. 84 000, j'aurais pris ça. Tu vois, 84 000 $ après avoir touché les 100 000 $. Donc, en 2 ans, tu vois, en 2 ans, mon argent a doublé. Bon, là, ça pèse. Tu vois, tu mets 10 000 €, en 2 ans, tu te retrouves avec 20 000 €. Va mettre dans un livret A si tu vas retrouver la même performance. Impossible. Impossible. Ah ouais. Impossible. Mais du coup, comment ça se passe? On entend généralement des grandes marques comme Tesla avoir des gros liens avec ça. Ça se passe comment? Bon, les marques comme Tesla ont des gros liens parce qu'il y a Elon Musk, il faut le dire. Elon Musk qui aujourd'hui est à fond dans la crypto, qui croit au potentiel de la crypto et qui a même une crypto où il détient une grosse quantité. C'est le Dogecoin. Et donc, eux, ils croient que c'est possible que cette monnaie, un jour, peut-être pas va remplacer la monnaie actuelle. La monnaie actuelle. Mais on ne sait jamais, ça peut arriver. Mais déjà, dans un premier temps, c'est une valeur refuge. Aujourd'hui, si tu veux contrer l'inflation, tu dois investir. Soit tu investis dans la bourse, soit tu investis dans les cryptos, soit tu investis dans l'immobilier. Il y a plusieurs véhicules d'investissement pour contrer l'inflation. Donc, eux, ils ont compris ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent dans la crypto. Et ils ont même développé leur propre crypto. Elon Musk, aujourd'hui, a Dogecoin, qui est une crypto qui a été développée avant lui, mais dont lui, il est quasiment, je dirais même, il est le porte-parole. Parce que s'il fait un tweet le matin, la crypto prend la valeur. Tout ce qu'il dit influence cette crypto. Positivement ou négativement. Voilà. Tu vois? Donc, c'est possible que aujourd'hui, c'est une valeur qui est là. Mais par contre, il faut savoir dans quoi mettre ses pieds. Si tu ne sais pas nager, on ne teste pas la profondeur de la piscine avec les 2 pieds. Tu essaies un pied et l'autre pied après. D'accord. Et tout à l'heure, tu as dit en zone CEMAC, c'est quasiment impossible. Qu'est-ce qui explique que, voilà, aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, les gens y vont et exploitent ça et que c'est peut-être moins possible en zone CEMAC? Zone CEMAC, je parlais de la bourse. La bourse, ok. De la bourse. La crypto aujourd'hui est accessible partout. D'accord. Si tu es en Afrique, tu peux aujourd'hui, avec les efforts de Binance, qui est l'une des plus grosses plateformes de crypto-monnaie au monde, Binance est présent en Afrique. Cameroun, Congo. La plateforme Binance a des ambassadeurs quasiment partout maintenant. Donc aujourd'hui, n'importe quel jeune Africain qui a sa pièce d'identité peut investir dans la crypto, sans problème. D'accord. Par contre, la bourse, c'est différent. Aujourd'hui, la bourse en Afrique centrale, tu vois, la bourse des États de l'Afrique centrale, qui a son siège, je ne sais pas si c'est à Douala ou à Yaoundé, entre les 2 villes. C'est là où se trouve le siège. Le problème de cette bourse, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, pour avoir accès, le schéma est tellement compliqué. Il faut que tu passes par une SGI, une société de gestion d'intermédiation. Ces sociétés-là, tu les comptes au bout des doigts. Au Congo, par exemple, il y a 4 qui sont référencés sur le site de l'AMF. Je dis l'AMF, c'est en France, mais sur le site de la bourse de l'Afrique centrale. Donc, au Cameroun, il y a peut-être 8 entreprises comme ça, j'avais vu sur la liste. Donc, tu dois déjà faire cette démarche-là d'aller vers ces entreprises.
Et ce sont ces entreprises qui vont gérer ton portefeuille. Tu vois, après, tu reçois un rapport, ainsi de suite. Donc, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, en France, 2 clics, tu vas sur Trade Republic, tu ouvres un compte en 2 clics, tu valides ta photo, tu te retrouves sur la bourse, non seulement sur la bourse européenne, mais sur la bourse mondiale. Tu vois, l'avantage. Alors qu'en Afrique centrale, tu vas investir que sur la bourse locale. Et quand tu veux investir en Afrique de l'Ouest, ça devient des schémas compliqués. Ah ouais. D'accord. Donc, c'est là où je dis c'est compliqué en Afrique centrale. Investir dans la bourse, c'est compliqué. Tu peux investir, ils vont te proposer ce qu'on appelle les FCP. Les FCP, ce sont les fonds communs de placement. Ouais. En gros, c'est une entreprise qui a créé un portefeuille financier dans la bourse, qui gère un portefeuille, et vous venez investir dans cette entreprise. Et cette entreprise vous donne des rendements par rapport au placement qu'eux, ils font au niveau de la bourse. Bon. C'est un fonds commun de placement. C'est aussi une façon d'investir en bourse. Le gros défaut, c'est quoi? C'est au niveau des frais. Tu payes beaucoup plus de frais que si tu gérais toi-même, si tu avais accès toi-même au marché financier directement. Ok. Mais du coup, comment obtenir le livre aujourd'hui? Donc, le livre aujourd'hui, il est accessible, que tu sois aux États-Unis, Europe, un peu partout. Il est disponible sur Amazon. Oui. Donc, on peut commander. Au niveau de l'Afrique, nous sommes en train de travailler. Oui. Afrique de l'Ouest, il sera disponible rapidement sur la plateforme Lance. C'est une plateforme un peu l'équivalent d'Amazon. C'est un jeune Africain qui a développé une plateforme. Trop bien. Donc, on a signé le partenariat avec eux. Ils vont distribuer le livre au niveau de l'Afrique, en ligne. Ouais. Par contre, nous sommes en train de mettre en place des ambassades dans chaque pays. Aujourd'hui, au Congo, on a des gens qui sont déjà... Le livre est déjà disponible au Congo. On a des contacts au Tchad et en RDC. Au Cameroun aussi, j'ai eu quelques contacts, mais on n'a pas encore conclu. Oui. Donc, si tu as des recommandations, il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est un ouvrage qu'il faut vraiment bouffer pour essayer de comprendre réellement ce qu'il en est. Donc, monsieur, il voilà ta caméra. J'aimerais que tu passes 2 messages. Déjà, en matière d'éducation financière, et un deuxième message en matière de crypto-monnaie aux jeunes Africains qui t'écoutent. Merci, Aston. Le premier message que je peux passer en matière d'éducation financière, c'est de vous former en continu. On apprend tous les jours, on découvre des choses tous les jours. Intéressez-vous à la lecture, parce que c'est dans les livres qu'on retrouve des secrets. Ouais. Il y a des gens qui ne sont pas accessibles, mais ces gens sont très accessibles. Je répète, il y a des gens qui ne sont pas du tout accessibles, mais ces personnes sont très accessibles. Ça veut dire quoi? Une personne comme Barack Obama n'est pas accessible. Par contre, il a écrit des livres et tu peux avoir accès à Barack Obama en lisant ses livres. Donc, prenez le temps, lisez les livres, intéressez-vous aux podcasts qui parlent d'argent. L'argent ne doit pas être un tabou. Et en matière de crypto-monnaie ou de bourse, les deux vont de pair, c'est formez-vous avant de faire des investissements. Commencez par vous éduquer et surtout, la jeunesse africaine doit s'intéresser à la blockchain, la crypto-monnaie. De la même manière, aujourd'hui, on a l'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle. Intéressez-vous également à la blockchain et les crypto-monnaies, mais de façon sécure. Donc, ça veut dire, n'allez pas vers les promesses de gains rapides. Évitez la cupidité, mais surtout, prenez le temps parce que de toute façon, tout investissement prend du temps. D'accord. En tout cas, merci l'équipe. On était avec Monsieur Huth, avec qui a partagé, n'est-ce pas, beaucoup de valeurs dans tout ce qui est crypto-monnaie, éducation financière. Donc, on va se dire à très bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Merci.